Bonjour à tous et merci d'être présents cet après-midi pour donc le troisième volet de ce cycle co-organisé avec l'AST dédié à la gestion patrimoniale. Ce volet touchera donc le secteur de l'eau potable et ce matin vous étiez peut-être présent avec nous, l'assainissement collectif. Ce matin vous étiez peut-être présent avec nous justement sur le sujet de l'eau potable. Donc on continue cette journée dédiée à la GestPat et donc à côté de moi, plusieurs intervenants cet après-midi. Vous avez, je vous le rappelle, des liens qui sont en bas de votre écran. Vous avez le lien sur la prochaine conférence qu'on co-organise avec l'AST dans le cadre de ce cycle, qui sera le 25 septembre. Ce sera une conférence dédiée à la comptabilité analytique et à l'analyse des coûts. Et puis, vous pouvez revoir donc en VOD la conférence sur les chartes qualité qu'on a organisée en premier lieu. Et puis, là, on vous a mis deux conférences aussi qui pourraient vous intéresser, une sur la réception des réseaux d'assainissement et l'autre sur l'optimisation des dépenses énergétiques dans le cadre d'exploitation de STEP. Vous avez également à votre disposition une invitation qui reviendra certainement en fin de conférence, j'ai dû vous la mettre. C'est une invitation au 6e Forum national de la gestion durable des eaux pluviales qui se déroulera ce mois-ci à Douai, au mois de juin. Et donc vous pouvez tout simplement vous inscrire en ligne, il est encore temps jusqu'au jour J. Les inscriptions ne sont pas clôturées plus tôt. Et grâce au code INVEP6, vous aurez donc une invitation gratuite. Vous pouvez également diffuser d'ailleurs cette invitation. Je vais tout de suite passer la parole donc à notre premier intervenant, Patrice Dupont, qui va commencer sur la présentation générale du guide et puis revenir sur également les activités de l'AST. Patrice Dupont, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Nous voilà rassemblés pour une nouvelle édition de cette présentation du guide gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement. On est quelques-uns à passer 1h30 avec vous pour vous présenter ce guide qui a été travaillé toute l'année 2015 et 2014 même. Donc rapidement, je me présente. Donc je suis le directeur de l'eau et de l'assainissement en Seine-Saint-Denis et je suis également le président de l'association FSTT qui fait la promotion depuis maintenant 27 ans pour les travaux sans trancher. Il y a un lien que chacun comprendra, j'imagine, mais qui effectivement se justifie par la volonté de travailler la gestion patrimoniale en respectant au mieux la vie des riverains. Peut-être avant de rentrer dans le détail, on pourrait peut-être parler de l'AST et l'AST qui depuis maintenant 1905, une vieille association, une vieille dame, travaille sur les questions d'environnement et effectivement a réuni un certain nombre de gens depuis maintenant si longtemps et produit un certain nombre de documents. En premier lieu, c'est une association qui rayonne de manière extrêmement régionale, mais aussi nationale et internationale, puisqu'elle travaille avec toutes les associations nationales, mais à l'extérieur de la France, sur les questions d'eau. Merci. C'est une association qui produit un certain nombre de documents. Vous en avez qui s'affichent en haut de la diapositive et qui produit beaucoup d'événements. Le dernier événement, vous y étiez peut-être, c'était à Liège la semaine dernière, puisque chaque année, au mois de juin, dans tous les tout premiers jours de juin, elle organise son congrès annuel et où elle réunit là un certain nombre d'acteurs pour parler à chaque fois des questions d'environnement, d'eau, mais plus largement de la vie de nos concitoyens dans les villes. Et puis elle produit une revue que vous connaissez certainement, qui s'appelle la revue TSM, qui a succédé il y a maintenant très longtemps à la Rue Blanche, mais qui maintenant s'appelle TSM et qui effectivement chaque mois nous permet de faire le point sur tous ces grands sujets. On va rentrer, si vous voulez bien, dans les... décidément, je ne sais pas comment fonctionne ce curseur, mais qu'à ça ne tienne.
Donc, on va parler donc du guide de gestion patrimoniale qui nous réunit aujourd'hui, et peut-être se poser la toute première question qui est pourquoi, non d'ailleurs excusez-moi, je vais revenir sur la diapositive précédente pour vous dire seulement que ce guide, c'est l'ASTE qui nous l'a confié maintenant, je disais donc en 2014, et qu'il a confié à un certain nombre de gens dont la liste figure en bonne place à gauche de la diapositive précédente, mais ce qui peut être intéressant aussi, au-delà de ces noms de gens qui ont travaillé pendant 18 mois d'arrache-pied pour sortir ce guide, il y a en face d'eux la liste des organismes auxquels ils appartiennent. Pourquoi cette liste est importante? Parce qu'elle est la garantie, pour ceux qui auront le temps de la lire, et je vais m'y attarder quelques minutes, elle a le privilège de montrer à quel point ce public d'experts, de spécialistes était pluriel. Collégial et pluriel, puisque ça allait de gestionnaires de réseau tout à fait traditionnels qui au quotidien ont cette question à régler tous les jours, en passant par les entreprises qui nous aident à gérer le réseau, mais aussi en passant par les universités qui effectivement pouvaient nous apporter une dimension beaucoup plus livresque et beaucoup plus théorique sur la question, le tout pour faire un guide que vous avez entre les mains, tout au moins que vous trouverez en ligne sur le site de l'ASTE, qui fait 200 pages de mémoire et qui réunit le travail réalisé par ces experts pendant, je le disais donc, 18 mois et à peu près une bonne quarantaine de personnes. On va passer à la nouvelle diapo. Oui, juste une petite diapo pour... problème pratique qui va se régler tout de suite. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est parti. C'est partagé. Donc, c'était pour vous montrer, cette diapo est destinée à vous montrer la production dans ce domaine réalisée par l'ASTE, qui porte sur un certain nombre de guides. Ce matin, vous avez dû participer, ou peut-être auriez-vous voulu participer à la présentation du guide de gestion d'eau pluviale. Quand on parle de gestion d'eau, on ne sait jamais de quoi on parle. En tout cas, là, il s'agissait ce matin d'eau pluviale, et vous le voyez sur la diapo que vous ai présentée, la succession des guides et des différentes annexes et des mises à jour qui a pu avoir lieu sur ce thème. Aujourd'hui, nous parlons plus précisément, et on va vous le montrer sur le pointeur, et on va vous montrer le guide qui est en bleu foncé de l'assainissement, mais on va également montrer, alors j'arrive pas à voir la diapo malheureusement, voilà, mais c'est trop petit pour que je puisse le lire, ça n'a pas raté. Et il s'agit en fait des guides, là encore, d'eau pluviale, mais plutôt pour la partie eau potable, pardon, j'ai eau potable, et puis la partie amortissement et financière du guide. Le dernier guide sortant tout prochainement, puisqu'il s'agira d'une production qui sort dans les tout prochains jours. Un peu perturbé, je peux m'excuser, mais on va reprendre le fil de notre présentation en passant à la diapositive numéro 5. Voilà. Donc alors, là pour le coup, on est vraiment dans le vif du sujet. Pourquoi avoir voulu faire un guide? Alors, ce guide est comme d'ailleurs d'eau pluviale, mais d'eau potable, pardon, mais la question de l'assainissement est une question qui est depuis longtemps un peu oubliée, parce que d'abord ça sent pas très bon, chacun le sait, et puis finalement ça coule toujours finalement, et on ne sait pas où ça coule, mais ça coule toujours. Donc pas forcément au bon endroit, mais l'eau potable, quand il y a des fuites, ça coûte cher à celui qui produit l'eau potable. Donc on s'y intéresse nettement plus. L'eau d'assainissement, elle peut s'en aller, on ne sait pas trop où. Si, on sait quand elle arrive, quand elle fait un pelage sur la rivière, effectivement, là, il y a un souci. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette question-là est devenue, parce que plein de choses sont passées par là, toutes les questions de l'environnement nous ont rappelé à l'ordre, et aujourd'hui, c'est une question importante. 160 000 km de réseau, 8% à réhabiliter tout à fait urgemment, et un chiffre d'affaires monstrueux, puisqu'on parle de 140 milliards. Alors donc, des investissements importants qu'il faut engager, dont les effets techniques, on les connaît, mais les effets politiques sont nettement moins évidents. Donc, pour autant, nos élus ne sont pas irresponsables et savent qu'il faut les engager. Notre job à nous, ça va être de les aider à prioriser. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, s'appuyer sur un certain nombre de prérequis. Les prérequis, c'est on n'entretient pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, bien connaître le réseau,
bien le surveiller. Et puis aujourd'hui, personne n'imaginerait travailler sur un réseau sans utiliser des techniques dignes de ce nom, des techniques durables. On est là quand même pour le siècle, si c'est pas plus encore. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Et puis enfin, les experts dont tout à l'heure j'ai cité, non pas les noms, mais en tout cas leur appartenance, eh bien, étaient d'accord pour dire que en France, la compétence assainissement, comme la compétence eau potable, est largement dispersée et chacun est différent. Chacun a son niveau d'avance dans ce domaine-là, et il fallait faire un guide qui soit pas seulement destiné à ceux qui savaient pas grand-chose, il fallait pas non plus oublier ceux qui savaient. Donc il fallait faire un guide adapté à l'ensemble des, on le verra tout à l'heure, on y reviendra, à différents niveaux de gestion patrimoniale. Donc il fallait donc après fixer un périmètre. Et quel périmètre? On ne peut pas s'occuper de tout. Notamment, on aurait pu, mais c'était un autre guide, et je ne doute pas qu'il verra le jour un jour ou l'autre. Il ne s'agissait pas de s'occuper des stations d'épuration. Il ne s'agissait pas non plus de s'occuper de l'assainissement non collectif. Non pas que ce ne soit pas une question importante, notamment en province. Mais c'était un sujet à part entière. On aurait pu s'intéresser sur cette question de la technique alternative des eaux pluviales. C'est essentiel. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de la baignabilité à Paris parce que les JO sont à portée de main. Et si on veut se baigner dans la Seine, comme nos élus s'y sont engagés auprès du comité olympique, il va bien falloir régler la question des eaux pluviales. Donc, pour autant, les techniques alternatives, qui sont un vrai sujet, ne sont pas traitées dans le guide. Donc, de quoi s'intéresse-t-on? Déjà, de beaucoup de choses. On s'intéresse clairement aux eaux usées, on s'intéresse clairement aux eaux pluviales, et on s'intéresse clairement aux eaux unitaires. De quel réseau nous intéressons-nous? Eh bien, les réseaux visitables. Ça concerne quand même beaucoup de métropoles de notre territoire. On s'intéresse aux réseaux non visitables, et puis on s'intéresse à un troisième type de réseau qu'on a volontairement qualifié de difficilement accessible, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop petits pour qu'on puisse y rentrer, mais ils ne sont pas encore assez grands pour qu'on puisse y faire tout ce qu'on voudrait y faire. Donc on les qualifie de difficilement accessibles parce que pour y aller, il faut faire plein de choses difficiles. Donc il fallait effectivement qu'on y travaille. Et puis il y a un certain nombre d'ouvrages particuliers, les stations, les stations de relèvement, les stations de valage, etc. Donc voilà de quoi ce guide s'intéresse. Alors qu'est-ce que c'est que la gestion patrimoniale? On est après tous d'accord, c'est très résumé parce que c'est 200 pages résumées en quelques lignes. La gestion patrimoniale, c'est avant tout un compromis. C'est un compromis que nous devons réaliser en respectant les possibilités de chaque collectivité. Chaque collectivité, en fonction de son histoire, de toute nature, a des moyens ou des ambitions. Et l'idée, c'est effectivement de vérifier que la stratégie qu'on va mettre en place équilibre plusieurs choses. Les performances que le réseau veut atteindre, le coût que nous sommes destinés à mettre et les risques que nous faisons encourir aux usagers. Risques en termes de pollution, bien sûr, mais risques aussi en termes financiers. Donc la gestion patrimoniale, ça va être effectivement cette espèce d'exercice toujours délicat dès lors qu'il s'agit de dépenser de l'argent entre performance, coût et risque. Alors, ça part de quoi? Ça part d'un premier constat, c'est que les premiers ouvrages sont vieux, très vieux. Les premiers ouvrages d'assainissement remontent à Belgrand. Alors Belgrand, pour ceux qui connaissent Paris, c'est simplement l'ingénieur général du baron Haussmann qui construit les boulevards qui portent son nom, et certains ouvrages, y compris à Paris, mais pas seulement, ont cet âge, donc c'est-à-dire en gros 140 ans. Donc on n'a d'ailleurs pas forcément à rougir de la qualité de ces ouvrages. Hein. Nos anciens faisaient de beaux ouvrages. En revanche, on a un souci, c'est-à-dire que on constate aujourd'hui de vraies insuffisances en termes de maintenance. Pourquoi? Parce que l'après-guerre a connu ce qu'on a connu. On est tous sans doute trop jeunes pour s'en rappeler. Il n'empêche que après la guerre, il y avait une chose à faire, c'était construire ou reconstruire. Donc voilà ce à quoi on s'est attaché. Et là, on le verra certainement pendant l'après-midi. On n'a pas forcément toujours bien construit. Donc il va falloir effectivement tenir compte de ces vieux ouvrages qui datent de Napoléon III ou plus récemment entre les deux guerres, et puis ceux qui sont, eux, finalement assez récents, qui ont une soixantaine d'années. Après, il faut effectivement tenir compte de la manière dont le réseau, dont les conditions environnementales ont changé. On rentre pas dans le réseau aujourd'hui comme on rentrait hier.
Aujourd'hui, le CATEC est passé par là, les règles de sécurité sont passées par là, et aujourd'hui, il faut être extrêmement attentif. On n'envoie pas nos égoutiers dans n'importe quelle condition. Et puis enfin, ça vous aura pas bien sûr pas échappé. La loi a changé, la loi MAPTAM, la loi NOTRe, la loi sur l'autosurveillance de 2015, l'obligation de connaître parfaitement nos réseaux, et sont autant de raisons de le remettre en cause sur la manière dont on doit gérer un réseau. Et puis effectivement, le BIM, même si c'est encore le BIM, donc la maquette numérique, qui est aujourd'hui bien en place sur la construction d'ouvrages neufs, aujourd'hui va aussi prendre sa place dans les réseaux existants, puisqu'il va falloir aussi gérer nos réseaux, et on ne voit pas pourquoi le BIM ne pourrait pas être une bonne raison, une bonne manière de le faire avec un peu de méthode. Donc tout ça, ça nous a conduit dans les 18 mois dont tout à l'heure je vous parlais, puisque le guide il est paru en début 2016, donc en gros toute l'année 2015 et un tout petit peu de 2014, eh bien, nous a conduit à faire effectivement à construire un ouvrage d'environ 200 pages en 6 chapitres, avec toujours la même volonté. Je le disais dès le départ, mais s'adapter et veiller à une démarche graduelle pour se préoccuper de chaque collectivité. Chaque collectivité, je le répète, entre une petite commune de 2000 habitants et une collectivité comme la mienne en Seine-Saint-Denis, évidemment, la chose n'est pas du tout la même. Les enjeux sont pas d'ailleurs non plus les mêmes. Donc, imaginez créer un guide qui pourrait s'adresser avec les mêmes propos aux uns et aux autres, va pas le faire. Donc, on a effectivement veillé à ces différences, et pour ça, on y est arrivé de plusieurs manières, mais en particulier grâce au chapitre 5 et au chapitre 6. Le chapitre 5 est je commence éventuellement par la fin, est une description des différents ouvrages. Et là, chacun pourra s'y retrouver à sa manière, parce que les témoignages, ces fiches ont été construites par le biais de retours d'expérience et de production de différentes collectivités qui figuraient à la liste de ceux qui ont contribué au guide, et qui va donc est donc très, très pluriel. Et puis les fiches techniques et retour d'expérience, c'était la manière dont chaque collectivité s'exprimait sur son vécu en termes de gestion patrimoniale. Et là aussi, je pense que chacun retrouvera sa place. Bon, pour autant, il fallait faire un ouvrage pédagogique, un ouvrage un petit peu universitaire, si j'ose dire, avec un certain nombre de chapitres ordinaires, et à commencer par le premier. Qu'est-ce que c'est qu'une gestion patrimoniale, même si tout à l'heure je l'ai réduit en quelques mots. Eh bien, il fallait effectivement fixer les axes et les objectifs d'une gestion patrimoniale tels qu'on peut l'imaginer de manière extrêmement rigoureuse. Il fallait rappeler le cadre réglementaire, c'est l'objet du chapitre 2. Et puis le chapitre 3, lui, rentre dans le vif du sujet. C'est-à-dire que le chapitre 3 va effectivement nous expliquer comment on connaît un ouvrage, comment on diagnostique des réseaux, comment on évalue la manière dont il est dégradé, et comment on hiérarchise éventuellement sa dégradation. Et puis, quand on a fait tout ça, on est capable de faire des tableaux qui nous diront, là j'ai un ouvrage qui est vraiment très très abîmé, celui-là pourra bien encore attendre 10 ans. Et puis tout ça, on bâtit une maquette financière, une maquette économique. Tout à l'heure, on vous en parlera longuement, pour effectivement bâtir des vrais scénarios qui permettront à nos élus de décider en connaissance de cause là où ils devront porter leurs efforts. Voilà donc le contenu du guide dans ces chapitres. J'invite chacun à bien travailler, notamment sur la question des chapitres 5 ou 6, parce que c'est comme ça qu'il va s'y retrouver. Et puis ensuite, ma foi, je pense que la démarche s'imposera d'elle-même. Et j'y arrive. En fait, on peut très vite distinguer 4. On aurait pu dire 5, on aurait pu dire 3. Nous a semblé que 4 niveaux était vraiment le bon découpage. Ces 4 niveaux sont directement liés à la manière dont vous, en tant que collectivité, gestionnaire de collectivité, ou bien assistant à maître d'œuvre aidant la collectivité à s'y retrouver, eh bien, là où vous en êtes. Il s'agira de déterminer comment, avec vos connaissances, à quel niveau vous vous retrouvez. Un premier niveau qui va être en gros, voilà, je vois mon réseau, je sais bien qu'il est dégradé, mais je vais quand même essayer de voir si c'est vraiment très dégradé, parce que ça on le sait, il y a les fissures, il y a des tronçons qui s'affaissent, il y a des regards qui se dégradent. Là c'est assez basique, mais c'est la base, quoi. Là on sait bien qu'à moins de ça, on peut rien faire. Donc ce niveau 1, c'est vraiment l'urgence absolue. On est quasiment dans l'urgence absolue.
Après, le niveau 2, ben, on va effectivement essayer de travailler un peu plus sur la manière dont les ouvrages dont il s'agit sont placés dans l'environnement. C'est-à-dire que sur des routes à grande circulation, ou bien au contraire des champs, ou bien des rues, des petites rues. En tout cas là, on va essayer de croiser l'état de santé de ces ouvrages avec les charges et les agressions que vont subir notre collecteur. Ça, c'est niveau 2. Il faut peut-être parfois se faire aider parce que c'est pas si spontané. Il faut se faire aider pour essayer en gros, de pouvoir se dire, si c'est dégradé, c'est parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a fait cela. Et puis un troisième niveau qui va être, avec tout ça, on sait dans quel état est le réseau, on sait d'ailleurs comment est le réseau, on sait quel environnement il traverse. Eh bien, on peut effectivement, clairement, construire un vrai programme d'inspection pour aller beaucoup plus loin et pour savoir là où c'est vraiment mal. Parce que parfois, on croit que c'est mal, mais finalement, ça l'est pas tant. Puis à l'inverse. Par moment, eh bien, on imagine que tout va bien et finalement non, parce que il y a eu là des surcharges, il y a eu des fuites, il y a eu des agressions qu'on n'imaginait pas. Ça, c'est niveau 3. Et puis le tout dernier niveau, que je vous invite à rejoindre dès que vous en aurez l'occasion, c'est une vraie gestion patrimoniale qui va croiser tout ça. La connaissance de mon réseau, les études diagnostiques, les études d'état du réseau et donc d'état général, et qui permettra effectivement après de dire, voilà, là c'est urgent, et on distinguera les états curatifs, les états de ruine et les états de surveillance. La conclusion que nous tirons de tout ça, c'est que une vraie gestion, alors le titre n'est pas bon parce que il a été changé en cours de route, rédaction collégiale et plurielle, c'est pas le bon titre, c'est pas grave. En fait, cette diapo, elle veut insister sur quelque chose de très précis. Elle veut nous dire simplement que, la gestion patrimoniale, c'est un cycle vertueux qui ne finit jamais. J'ai coutume de dire que quand on est notamment en région parisienne, mais je suis persuadé que c'est vrai dans les grandes métropoles de France, on est là et on est là pour un certain temps. C'est-à-dire que c'est pas demain la veille qu'on nous autorisera à remplacer in situ les ouvrages que nous avons. Pas vous ni moi, parce que nous étions bien trop jeunes, si c'est même nous étions nés, ont été construits. Donc ces ouvrages, ils sont là, et notre volonté et notre obligation absolue, c'est de les maintenir en bon état. Et pour ça, c'est de se convaincre qu'on peut sincèrement les réhabiliter, c'est-à-dire qu'on peut les faire repartir à neuf. En Seine-Saint-Denis, par exemple, on a réussi à démontrer que les ouvrages construits il y a un siècle, on était capable de leur redonner un autre siècle quasiment de vie. Parce que la réhabilitation qu'on allait leur infliger, ou plutôt leur faire bénéficier, nous permettait de repartir, et les calculs ont été faits avec toute la modestie que ces calculs, mais en tout cas, on était arrivé à ça sur l'idée qu'on pouvait repartir pour un siècle, et peut-être 2 ou peut-être 3, parce que vraiment, dans certaines rues de Paris ou dans certaines rues de la banlieue, je vois pas demain comment nous pourrions tout casser pour recommencer. Donc tout ça, c'est cette idée de cette diapo, mise en œuvre de gestion patrimoniale à cycle vertueux, oui, connaître son patrimoine, les investiguer, évaluer leur santé, et imaginer un plan d'action là où c'est urgent, les réhabiliter, et surtout, mais ça on va vous en parler tout à l'heure beaucoup, suivre la qualité des travaux, parce que rien de pire que de croire qu'on a travaillé et puis finalement ça n'a pas été bien fait. Et pour ça, les quelques photos que vous voyez autour de ce cercle, nous rappellent qu'effectivement ça passe par des caméras. Là, on a voulu mettre des caméras de grand diamètre parce que la caméra qui est en haut à droite, c'est une caméra qui fait 1 mètre de haut, qui peut donc permettre d'investiguer un collecteur de 2 mètres, ce qui est déjà pas si mal. Et puis du chemisage que vous avez en bas à gauche, et puis un engin que désormais tout le monde connaît plutôt bien, qui est le scan 3D, qui a de multiples vertus. La toute première vertu, c'est de nous donner de manière totalement géolocalisée, de manière tout à fait sûre, l'état du collecteur. Dire qu'effectivement, cet engin, on le passe. Alors, pour être très franc, on est un peu en phase expérimentale. Je parlais de ça avec un collègue il n'y a pas 2 jours, et on se disait, le scan, on le fait tous les combien? On le fait tous les 20 mètres, tous les 10 mètres, c'est-à-dire qu'on déplace la station régulièrement. On fait comme l'homme. L'homme, quand il se déplace dans un réseau, il se déplace au cours du réseau. Et bien là, on se dit, effectivement, est-ce que le scan, on le met tous les 10 mètres? Et la réponse était peut-être en fonction du réseau, en fonction de la taille de son réseau, on pouvait peut-être faire tous les 6 mètres. En tout cas, à partir du moment où on fait tous les 6 mètres, c'est-à-dire en gros, on déplace la cible, on déplace le scan tous les 12 mètres, nous permet d'avoir une image
pérenne, parfaitement géolocalisé, qui nous donne un état de la fissure, qui peut nous dire si la fissure ça va s'agrandir, qui nous dit éventuellement si l'ouvrage s'est déformé. En tout cas, voilà un dispositif qui nous permet de revenir. Ces fameux cycle vertueux dont je parlais, qui nous permettent de savoir à tout instant où on en est. Et par exemple, puisque tout à l'heure on parlait de réhabilitation, eh bien voilà un outil qui peut nous permettre de savoir quand on réhabilite un collecteur, on va casser l'enduit, eh bien ça nous permettra de savoir en passant un scan avant d'enlever l'enduit, ça nous permet de savoir combien d'enduits ont été cassés, quel est l'état de la maçonnerie qui est derrière, quelle tête est là. Ensuite, quand on repasse un deuxième scan pour savoir ce qu'on a enlevé, et puis on en passe un troisième quand la réhabilitation et les enduits ont été faits, et là ça nous permet de savoir parfaitement bien ce qu'on a rajouté, les efforts que nous avons faits en réduction de section, et qui permettent effectivement d'assurer un suivi parfaitement pérenne dans le temps. Une diapo que vous ne voyez pas, mais que je veux simplement rajouter avant d'en terminer, et après j'en aurai fini, je passe la parole à mes collègues. C'est un engin qui est en cours d'expérimentation et qui permet, dans les ouvrages difficilement accessibles, comme tout à l'heure nous le disions, qui permet effectivement d'évaluer les dépôts qui se sont déposés. Et ceci, c'est quoi? C'est simplement malheureusement, un dépôt n'existe pas, mais c'est un flotteur qui est équipé d'un sonar, et ce sonar, effectivement, va explorer la partie immergée de l'ouvrage. Le gros avantage, c'est qu'on peut faire ce genre d'investigation dans un ouvrage en service. Et Dieu sait si c'est parfois compliqué de mettre en chômage les ouvrages, sans compter les risques que l'on fait encourir à nos collègues égoutiers qui doivent s'y rendre. Donc cet engin permet effectivement, ce sonar permet effectivement d'évaluer l'état du collecteur avec une caméra 3D, une caméra haute définition en partie non immergée et un sonar en partie immergée qui permet de connaître l'état d'enseignement de l'ouvrage. Voilà, donc j'en ai fini, c'était un peu long, je vous prie de m'en excuser. Je passe la parole à mes collègues et simplement pour vous remercier de votre attention. Merci beaucoup Patrice. On va enchaîner, comme vous le dites. Donc je charge la prochaine présentation. Stéphane Clayette, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Moi je m'appelle Stéphane Clayette. Alors attendez, vous pouvez me le mettre en grande. C'est bon, donc je m'appelle Stéphane Clayette, je travaille avec Patrice Dupont à la direction de l'eau et de l'assainissement de Seine-Saint-Denis, au conseil départemental. Et moi je vais vous présenter un peu la démarche qu'on a depuis 1985 sur la démarche d'art, la démarche de l'auscultation et la réhabilitation des ouvrages d'assainissement. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un peu le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, à savoir tout le territoire que ça représente. Ensuite, une petite présentation de la DEA, Direction de l'eau et de l'assainissement. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet avec une présentation de la méthode d'art. Alors voilà, il y a trois volets, volet études, travaux et puis valorisation. Et puis enfin, on conclura. Je pense qu'il y en a pour à peu près 15 minutes. Voilà. C'est bon? Merci. Donc, on va commencer par la présentation du conseil départemental. Donc, c'est ce que vous voyez en haut à droite qui s'appelle la Seine-Saint-Denis. Donc, une population d'1 500 000 personnes. Enfin, c'est une population très dense, beaucoup densifiée dans les années 70. Et ça, on reviendra dessus tout à l'heure dans la présentation. Avec une très forte densité. Donc, tout ça pour expliquer que, effectivement, des effluents, il y en a quelques-uns, puisqu'il y a cette grosse densification. Avec une densité, vous voyez, de 6657 personnes au kilomètre carré, contre 99 pour la France. 40 communes. Et pour assurer toutes les missions de service public du département, il y a 8000 agents, parce qu'il y a beaucoup de compétences au département, pour remplir ces missions, avec 100 métiers différents. Donc la DEA, elle est organisée autour de quatre grandes orientations. C'est le schéma directeur d'assainissement. Donc d'abord assurer la connaissance et la pérennité du patrimoine, ce qu'on va un peu plus développer dans la suite de cet exposé. Et puis après, il y a lutter contre les inondations, puisque je
vous l'expliquais, c'est un territoire qui a été énormément recouvert, donc beaucoup de surfaces perméables qui ont été imperméabilisées. Donc il faut gérer cette eau-là quand il pleut, entre autres quand il y a des orages. Maîtriser la qualité des rejets en milieu aquatique, le département a et la Marne et la Seine qui bordent ces frontières et faut faire attention à ce qu'on rejette dans ce milieu-là. Et puis l'orientation 4, une gestion solidaire des ressources en eau, c'est le territoire travaille aussi en coopération décentralisée avec d'autres pays, avec des enjeux au niveau de l'eau. Ça, hop, voilà. Alors, l'assainissement au niveau de la petite couronne est un peu spécifique parce que normalement, c'est une compétence qui est communale avec l'avenue, c'est quoi? C'est la loi NOTRe qui fait qu'il y a un changement d'organisation maintenant, c'est des regroupements en communautés d'agglo ou communautés de communes. La petite couronne, elle a quand même une organisation un peu spécifique puisque la mission collecte, c'est-à-dire de recevoir les eaux d'assainissement, c'est une compétence communale ou intercommunale. Alors nous, on appelle ça maintenant des territoires. Hein. Le réseau départemental, lui, assure le transport. Voilà, donc c'est plutôt des gros réseaux, c'est plutôt des réseaux visitables. C'est pareil, je vous présenterai un peu le réseau. Et puis enfin, on a le SIAP, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, qui lui a de très gros émissaires et a des stations d'épuration, entre autres celle d'Achères, qui traite quasiment l'intégralité des eaux usées de la région parisienne. Évidemment, s'il y a des questions sur ces choses-là, je vous laisse commenter sur Internet, sur Internet, et puis on y répondra tout à l'heure. Donc au niveau de la Seine-Saint-Denis, on gère 750 km de réseau, 500 km de réseau visitable, donc c'est des réseaux de plus d'1,60 m de haut, dans lequel on peut descendre, et puis 250 km de réseaux qui sont non visitables. La plupart des réseaux sont non visitables quand on prend les réseaux en province, mais il y a quand même quelques réseaux visitables, c'est vrai, comme disait Patrice, sur les grosses collectivités. Voilà, donc je ne redis pas quand est-ce qu'ils ont été construits, mais c'est vrai que c'est plutôt des réseaux anciens. Donc on a effectivement de la gestion patrimoniale et de la réhabilitation à faire sur ce type d'ouvrage. Ils sont fabriqués de plusieurs natures, avec entre autres de la meulière, de la brique, des moellons. Alors ça c'est pour les plus vieux, et puis depuis maintenant, des bétons coulés ou même du préfabriqué qui ont fait leur apparition dans les années 70. Voilà. Avec, dans certains cas, une armature de ferraille et dans d'autres, pas d'armature. Alors là, ça c'est une image tirée de notre SIG. Et alors, ce qui est assez étonnant dans notre réseau au niveau du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, c'est que la zone que j'entoure là, c'est le réseau unitaire. C'est-à-dire qu'on va retrouver et les eaux usées et les eaux pluviales dans le même réseau. Eh bien ça, c'est souvent les réseaux les plus vieux. Parce que quand s'est développée la région parisienne, eh bien, ce sont les territoires qui ont été industrialisés de manière, qui ont été industrialisés, pardon. Et puis les zones extérieures qui sont ici, là, c'était plutôt des champs. Hein. Et puis dans les années 70, alors est apparue la mise en séparatif, c'est pour ça qu'on voit et du vert et du rouge. Alors on ne voit pas forcément très bien, mais si vous voulez, je vous enverrai la photo en plus clair. Mais en tout cas, dans les années 70, est apparu le réseau séparatif. Et donc on voit bien que toutes les communes qui se sont développées après les années 70 ont un réseau séparatif. Donc on a vraiment deux types de réseaux. Un réseau unitaire qui est plutôt en proche agglomération de Paris, et puis un réseau séparatif qui est vraiment à l'extérieur du territoire. Alors, la méthode d'art, donc je le répète, c'est la démarche de l'auscultation à la réhabilitation. Donc on va voir effectivement trois volets de cette étude, de cette démarche qui est l'étude, donc avant travaux pour la connaissance et le diagnostic, les travaux
suivant les travaux qu'on effectue sur nos ouvrages, on ne va pas avoir les mêmes résultats. Et puis la valorisation, c'est tout ce qui est traitement des données, parce que cette méthode-là, elle a enfin, plusieurs avantages, mais entre autres, elle a un inconvénient, c'est qu'elle fait beaucoup elle traite beaucoup d'informations, et c'est très important de bien gérer cette information, parce que peu importe ce qu'on fait dans nos réseaux, si on note pas ce qu'on a fait, une visite, des travaux, quel type de travaux, quand est-ce qu'on les a fait, eh bien en fait, on s'aperçoit assez vite qu'on perd cette information et on ne se souvient plus, parce que je parle d'un temps qui n'est pas si vieux que ça, mais les gens restaient en poste longtemps, les collègues restaient en poste longtemps, donc il y avait un certain historique qui pouvait demeurer. En tout cas, je parle de ma direction, hein. Mais les carrières n'étant plus les mêmes, il y a beaucoup de mouvements de personnel, et bien cette donnée, on la perd parce que les gens partent en retraite, parce que les gens partent pour d'autres collectivités, et donc si on ne note pas et si on ne valorise pas cette donnée, eh bien on se retrouve avec quelques petits problèmes de traitement de cette donnée. Alors, le volet 1, donc d'abord, il faut assurer effectivement des visites quotidiennes. Alors ça, c'est vraiment un travail d'exploitation, hein. On a un objectif sur les visites quotidiennes qui est de visiter de telle manière à vérifier que les collecteurs fonctionnent bien une fois tous les 3 ans. Donc, je répète bien, hein, 500 km de réseau visitable qui sont normalement vérifiés une fois tous les 3 ans. Alors vérifier, c'est vraiment une visite d'exploitation, à savoir si les effluents circulent bien. Mais c'est aussi une donnée qui est importante parce que les contrôleurs, les secteurs qui visitent ces ouvrages-là arrivent à nous remonter énormément d'informations sur la qualité des ouvrages, et entre autres savoir s'ils ont bougé, s'ils se sont modifiés, si les fissures se sont ouvertes ou fermées entre la visite précédente. Voilà. Ensuite, il y a la présélection des ouvrages, c'est-à-dire qu'on va et ça je l'expliquerai tout à l'heure, mais suivant les risques que peut subir l'ouvrage, eh bien on va s'intéresser plus particulièrement à des ouvrages qui peuvent subir le plus grand risque. Alors on a ce qui s'appelle le prédiagnostic. Alors le prédiagnostic, c'est l'idée dans un prédiagnostic, c'est d'étudier tout un quartier en termes d'assainissement, de telle manière à avoir le même type de sol, le même type de contraintes sur ces ouvrages, et d'avoir une étude assez, je vais dire light, mais sur un très grand linéaire. Et puis après, il y a la réactualisation, c'est-à-dire que quand on a fait une étude une première fois, on peut revenir 10-15 ans après, parce que peut-être que l'état de l'ouvrage a été modifié par des projets, par d'autres choses qui peuvent jouer sur notre ouvrage. Alors, il y a l'auscultation en tant que telle, alors, avec des outils. Je les présenterai tout à l'heure, c'est soit le MAC, le vérinage interne, soit le radar. On effectue des sondages d'étalonnage pour les outils, c'est-à-dire qu'on va pouvoir caractériser la structure, caractériser l'interface et l'encaissant avec ces sondages, et ainsi permettre une analyse de l'information que nous donne l'outil. De cette auscultation et du croisement avec l'ensemble des données géologiques, l'environnement de l'ouvrage, on va pouvoir faire un diagnostic, c'est-à-dire voir quel est le mécanisme des désordres qui a un effet sur notre ouvrage. Et de ce mécanisme des désordres, on va pouvoir en déterminer des préconisations de travaux. Parce qu'on comprend bien qu'on ne va pas forcément préconiser les mêmes travaux suivant les différents mécanismes. Et je le dis pour cette fois-ci, mais je ne le répéterai pas, j'indique, c'est de toute façon, on transfère toutes les informations et les résultats vers le programme de gestion du patrimoine. C'est ça le traitement et valorisation des résultats. On va la coller ici. Donc, toujours la méthode d'Arvelin. Alors, pour identifier les ouvrages à risque, on va avoir, nous on appelle ça les critères élémentaires.
C'est-à-dire qu'on va regarder un peu l'année de construction des ouvrages, le mode de construction. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais nous, on a des ouvrages qui sont fabriqués en galerie ou en tranchée. La nature des matériaux, les environnements de surface, alors savoir si on est sous chaussée ou sous ouvrage, ou sous ouvrage connexe, du type une autoroute, ou un parc départemental ou autre chose. On va forcément pas avoir la même action de l'environnement, suivant le type de couverture. Ensuite, la dimension, forcément, si on a un ouvrage qui est plus grand, il va avoir une tendance à plus subir qu'un ouvrage qui est petit. Les événements survenus à l'ouvrage, par exemple, l'équipe de secteur peut nous expliquer que c'est un ouvrage sur lequel ils ont dû intervenir plusieurs fois. Donc ça veut dire que plusieurs fois, et en termes, par exemple, de curage ou en termes de réhabilitation. Pareil, c'est pas un bon mot, light, mais en tout cas de petite réhabilitation, en tout cas des interventions d'exploitation. Et c'est pareil, ça va nous donner en tout cas un indicateur sur la santé, en tout cas de cet ouvrage. Et puis l'impact de l'ouvrage sur le réseau. Alors ça, c'est plutôt la visée structurante de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir qu'il y a des ouvrages dont on ne peut pas se passer, c'est-à-dire qu'ils ont un débit tel que on ne peut pas se passer l'écoulement ne peut pas se passer de cet ouvrage. Sans ça, on inonde. Sans ça, on risque d'avoir de très gros problèmes de gestion des eaux usées. Dans les années de construction, c'est pareil, on identifie après 1900, pas forcément des bonnes constructions. Entre les deux guerres, après chaque guerre, eh bien, le pays est à reconstruire et on construisait des ouvrages pas forcément avec des matériaux nobles, et donc on se retrouve avec certaines pathologies. Et puis, alors, chose étonnante aussi, les années 70, parce que les années 70, on avait tendance à faire qu'une seule fouille, et puis de mettre un gros collecteur eau pluviale, je le disais tout à l'heure avec le séparatif, et puis un petit collecteur eau usée en haut, au-dessus, légèrement au-dessus du pluvial. Et puis malheureusement, le collecteur eau usée fuit, et puis mine le terrain, ce qui fait que on se retrouve avec un collecteur pluvial aussi qui devient fragile. Voilà. Mais c'est pareil, si vous voulez, je détaillerai ces choses-là. Alors dans les choses aussi qu'on vient regarder, c'est qu'on vient regarder les cartes anciennes. Alors on a, et alors bon, ça c'est pareil, c'est le territoire de la Seine-Saint-Denis qui veut ça, la proche banlieue. On a une donnée énorme sur l'histoire de nos ouvrages. Alors là, vous voyez en mauve, alors, hop, je reprends mon... Donc vous voyez en mauve toujours notre réseau unitaire. En jaune, ce sont les tampons actuels. Et puis là, ça c'est une carte ancienne de 1740, la carte de la Grive. Et on voit en fait que nos réseaux d'assainissement, ce sont des anciens fossés de chemin. Et donc, en fait, notre assainissement, il n'est pas là par hasard. C'est-à-dire qu'il est là depuis longtemps. Hein. Il a été fabriqué autour, voilà, c'est pareil, autour des champs, là. Voilà. Alors ça, ce sont des images que l'on géoréférence et puis qu'on arrive à mettre en transparence sur notre réseau de telle manière à nous donner l'information et de retourner dans le temps pour voir un petit peu ce qui se passait à ces endroits-là. Alors, il y avait les critères complémentaires, toujours dans la même idée, c'est de trouver les endroits un peu à risque sur nos ouvrages. Alors, la connaissance du fonctionnement hydraulique, je reviens pas dessus, c'est sur la stratégie, mais il y a aussi, c'est pas pareil, on va pas avoir les mêmes mécanismes des désordres sur un réseau séparatif que sur un réseau unitaire. Un réseau pluvial, par exemple, va se mettre en charge très fort suivant des phénomènes pluvieux, entre autres les orages, mais d'un autre côté, 95% du temps, il n'est pas utilisé. Alors que le réseau d'eau usée, lui, au contraire, il va couler de manière permanente. Et puis, ça et là, on va trouver une blanchisserie, on va trouver un industriel qui va rejeter des choses. Et ça, ça va avoir des attaques sur notre béton, et ce qui va entraîner des travaux particuliers. La connaissance des sols. Alors j'ai un slide là-dessus aussi, hein, en suivant, mais suivant les sols qu'on a, on va pas avoir les mêmes incidents dans nos ouvrages. En tout cas, sur la connaissance des sols, on a une banque de données, de sondage au département, à la DEA, puis après on a aussi tout ce qui est Infoterre, l'IGC
qui informent sur les sondages qu'ils ont sur les territoires. Alors on étudie aussi au niveau du département la nappe phréatique. Alors il faut savoir que c'est pareil, dans les années 50, il y avait beaucoup d'industriels qui pompaient dans la nappe. Alors la nappe est beaucoup descendue en Seine-Saint-Denis. Et puis depuis, c'est interdit de pomper dans la nappe, à part cas exceptionnel. Mais donc, on a une nappe qui remonte. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on avait des ouvrages qui n'étaient plus dans la nappe et puis qui maintenant le sont. Alors, étant donné, enfin, le plus risqué pour nos ouvrages, c'est le battement de nappe, puisque certaines périodes de l'année, nos ouvrages sont dans la nappe, et puis certaines autres périodes, ils sont hors nappe. Et ça va avoir un effet de lavement du joint entre les pierres. Et c'est pareil, ça va nous donner une certaine fragilité de l'ouvrage. Donc ça, c'était pour ça nous permet, enfin, l'étude des sols et l'étude de la nappe phréatique nous permettent de faire une cartographie des risques géologiques et puis une cartographie des risques hydrogéologiques. Si vous voulez, je vous expliquerai un petit peu les deux indices fiabilité et probabilité. Alors, en fait, l'indice de fiabilité, c'est quand un risque peut arriver sur un secteur, eh bien, il est souvent indiqué par soit des sondages, soit des témoignages, par exemple sur l'apparition d'un fontis ou des choses comme ça. Mais tant qu'on n'a pas ces risques, alors excusez-moi, sur l'indice de fiabilité, c'est quelle est la fiabilité du risque à venir à un endroit. C'est-à-dire que si j'ai de la présence de gypse, si j'en ai beaucoup, je vais avoir beaucoup de chances d'avoir un fontis. Si j'en ai pas beaucoup, j'aurai moins de chances. Donc c'est un indice qui va de 0 à 3, de telle manière à identifier un petit peu le risque. Et puis l'indice de probabilité, c'est là où j'expliquais tout à l'heure, c'est est-ce que le risque est avéré ou est-ce que est-ce que la donnée qui nous permet de dire si le risque est avéré ou pas est fiable. Et donc, si un endroit, il y a eu déjà, par exemple, une présence de fontis, évidemment, la probabilité va être beaucoup plus grande sur cet indice-là. Et puis alors, la cartographie des risques hydrogéologiques, voilà, c'est pareil, il y a 4 niveaux. Quand on est hors nappe, donc l'ouvrage est au-dessus de la nappe, on parle de CRH1. Sous nappe, puisqu'il n'a pas de changement d'état, on va parler de CRH2. En battement de nappe, c'est CRH3, mais pour les ouvrages en béton, parce qu'ils sont moins fragiles que les ouvrages en maçonnerie. Et puis après, le CRH4 étant le plus risqué pour nos ouvrages. Alors ça, c'est une petite image de la cartographie des risques géologiques. Et alors, on est rue Quai-Retrait à Romainville. Et en fait, là, on voit tout à fait que les éboulis, on est sur le plateau, hein, près du fort de Noisy-le-Sec, et en fait, il y a les éboulis qui font que le terrain s'affaisse. Eh bien, c'est un endroit où on s'aperçoit que tous les 10 ans, il faut venir refaire cet ouvrage-là. Et là, on aura beau réhabiliter la manière dont on veut, de toute façon, on n'ira pas contre le terrain, et donc on le sait, c'est comme ça, il va falloir venir réparer cette fissure qui va se faire de manière répétitive. Alors ça, c'est c'est un slide qui vous montre en fait la couverture de notre réseau de suivi de la nappe. Donc on essaye de couvrir l'intégralité du département au niveau de la nappe. Alors on a aussi plusieurs nappes sur lesquelles on va s'intéresser parce qu'on a des nappes superficielles et puis des nappes un peu plus profondes. Suivant si nos ouvrages sont plutôt profonds ou pas, on s'intéresse aux nappes qui ont un effet sur nos ouvrages. Alors on a aussi des critères supplémentaires. Alors par exemple la présence de canalisation proche, à titre d'exemple la CPCU, le chauffage urbain, qui est très défavorable à nos réseaux. Alors juste un encart, mais je faisais tout à l'heure une idée de la différence entre visitable et non visitable, mais tout ce que je vous dis sur critères supplémentaires, tout ça s'adresse aussi bien aux visitables qu'aux non visitables. Hein. C'est-à-dire qu'avoir du chauffage urbain à côté d'une conduite non visitable en grès, c'est pas forcément très très bon. Le nombre de branchements ou raccordements, ça c'est pareil. Plus on va avoir de raccordements, plus on va avoir une fragilité de l'ouvrage. Hein. Et donc, c'est pas pareil de traiter 50 mètres un tronçon de 50 mètres avec 35 branchements
qu'avec 3 branchements. Alors les familles de pathologies, je vous en décrivais une tout à l'heure, qui était la construction PEU dans la même fouille. Voilà, c'est pareil, ce sont des ouvrages qu'on surveille particulièrement. En tout cas, ce sont des secteurs qu'on surveille particulièrement. Donc, on a trois grandes choses dans le volet études, l'auscultation, le diagnostic et la préconisation de travaux. Donc l'auscultation, c'est un relevé détaillé. Alors ce relevé détaillé, Patrice vous a parlé un peu de tous les outils qui peuvent être utilisés, mais c'est aussi des gens qui descendent dans les ouvrages visitables, et puis après, sinon, le relevé détaillé se fait par des robots là où on ne peut pas aller. On va venir faire des sondages, de telle manière à pouvoir caractériser les outils. Les outils, je vous répète, ce sont le radar et le vérinage interne, de telle manière à avoir un état et de la structure, de l'interface et de l'environnement. De toute cette analyse, c'est-à-dire la visite, les résultats des outils, l'analyse environnementale et géologique et aussi environnement extérieur, on va pouvoir en déterminer un diagnostic, c'est-à-dire on va voir un peu de quoi peut souffrir notre réseau. De ce diagnostic, on va en tirer des préconisations de travaux. C'est-à-dire qu'on va venir, si par exemple le diagnostic c'est que notre ouvrage ne résiste pas à une route très passante au-dessus, vous comprenez bien que on ne va pas préconiser juste une étanchéité de l'ouvrage. On va préconiser plutôt une structure qui va pouvoir renforcer l'ouvrage. Donc ça, c'est une présentation un peu des outils qu'on utilise. Donc, vous voyez, sur la gauche, le radar qui est passé là en voûte. Donc on passe ça sur 2 antennes. Une antenne qui va regarder à peu près jusqu'à 1 mètre dans le sol, ce qui permet de caractériser très précisément la structure, l'interface et l'encaissant. Et puis après, on va prendre aussi une autre antenne qui va lui beaucoup plus loin dans le sol, à 1,50 m, 2 mètres, pour un peu voir l'environnement autour. Et puis au milieu, la photo du milieu, ça c'est le vérinage interne. Donc là en fait, on va appliquer une contrainte à l'ouvrage et puis on va mesurer en amont et en aval de cette contrainte le déplacement que cette contrainte induit. Et puis à droite, c'est un profilomètre laser qui, alors c'est un outil qui est un peu vieux maintenant, qui a effectivement été un peu remplacé par le scan 3D, mais là on vient regarder un peu la déformation de l'ouvrage au fur et à mesure de l'avancement. Ah. D'accord. Attendez, je vais prendre... Donc, on a le deuxième volet qui est le suivi qualité pendant les travaux, ce qui permet de voir quel type de travaux on fait et comment ils sont réalisés, et ce qui nous permet à la fin de vérifier, pas de vérifier, mais en tout cas de bien valider la nature et la manière dont ont été faits les travaux. On a aussi ce qui s'appelle le dossier de maintenance génie civil, ce qui permet de surveiller l'ouvrage au fur et à mesure de cette. Ah, c'est pareil, ça passe pas. Et enfin, là, le troisième volet qui est la valorisation. Alors j'ai été très court sur le volet pendant travaux, parce que c'est pas forcément, c'est pas mon bureau moi qui s'occupe de ce volet-là, c'est plutôt les bureaux qui font les travaux qui assurent ce suivi qualité pendant travaux et qui nous transfèrent les données une fois les travaux réalisés. Et donc oui, je disais traitement et valorisation des résultats. Et bien là, l'idée c'est vraiment à chaque étape que je viens de décrire, de collecter la donnée et de savoir la retrouver, parce que c'est pareil, moi j'ai beaucoup de personnes, des équipes de secteur qui passent dans mon bureau, et puis sur un projet qui impacte un réseau, on va pouvoir très rapidement retrouver toute l'histoire qu'on a sur ce réseau-là, c'est-à-dire l'année de fabrication, les méthodes qui ont été utilisées,
et donc pouvoir analyser ce que peut subir le réseau. Alors ensuite, bon, c'est un peu des présentations, c'est-à-dire que toute cette donnée-là, ben, elle est regroupée sur notre SIG. Donc là, je vous ai fait une photo de notre SIG là, pour montrer bien que la donnée était gérée. Et alors, hop, voilà. Et bien donc, vous voyez que quand le collecteur est recouvert de hachures, et bien ça veut dire que des études d'auscultation ont été faites sur ce réseau-là. Alors, juste pour l'exemple, là, vous voyez ici, il n'y a pas d'information, mais ici, ce sont des siphons. C'est-à-dire que ça, on peut les visiter, on ne peut pas les visiter si on ne les vide pas. Voilà, en plus, c'est une ancienne rivière qui s'appelle la Vieille Mer. Donc ça, c'est très difficile à ausculter. Voilà, mais en tout cas, l'information ne se retrouve pas à cet endroit-là. Donc oui, le troisième volet participe à la sauvegarde des résultats. Ça, je crois que j'ai été assez insistant là-dessus. Pour la conservation active et future de la mémoire de notre histoire, c'est très important de collecter cette donnée de telle manière à pouvoir la retrouver assez facilement. Voilà. Et donc, méthode qui est en place depuis 1985, donc qui est pas forcément récente. Voilà. Et on pourrait la conclure par apprendre pour mieux comprendre et pouvoir ensuite intervenir. Parce que, effectivement, c'est parce que j'ai des informations que je peux les utiliser pour la gestion patrimoniale et pour pouvoir faire des réhabilitations là où il faut. Voilà, merci à tous. Eh bien, merci Stéphane pour cette présentation de la méthode d'art du département de de Seine-Saint-Denis, pardon. Nous allons maintenant rester au département. Didier Moers, je vous passe la parole. C'est à vous. Bonjour à tous. Alors, hop, c'est parti. Je vais juste voir le diapo d'avant. Voilà. Donc bonjour, je m'appelle Didier Moers, donc je suis le directeur des services techniques du SIARP. Le SIARP, je présenterai dans la diapo suivante, c'est le syndicat d'assainissement de la région de Pontoise. Et je suis également l'animateur du groupe de travail sur les chartes de qualité AST, eau potable et assainissement. Donc ce sont des guides en fait qui regroupent, qui font une synthèse des textes réglementaires et techniques dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, qui sont vraiment une source d'information. Donc j'en fais un peu la publicité. Donc il est téléchargeable sur le site qui est écrit là, ast.org. Pardon. Et gratuitement, ça j'insiste là-dessus. Donc le SIARP est une collectivité, un syndicat d'assainissement pour la région de Pontoise. On gère 700 km de réseau de collecte d'eau usée, 90 postes de refoulement, des bassins de stockage on a un peu de réseau unitaire, mais la majorité est en séparatif. On est composé de 24 communes, donc dans le Val d'Oise, 95, et on regroupe environ 210 000 habitants. Et cette population va en croissance avec l'urbanisation croissante. Donc on assure la maîtrise d'œuvre en interne sur la quasi-totalité de nos travaux. Donc on a une régie de maîtrise d'œuvre. Et donc, comme je disais, on a signé la charte qualité AST, Agence de l'eau, en décembre 2007. C'était une volonté forte de nos présidents et de nos élus. Donc, nous, notre démarche de gestion patrimoniale, donc je reviens sur, je vais pas redire ce qu'a dit Patrice, mais donc la performance d'un réseau dépend de trois fonctions principales, de trois grandes fonctions principales, structurelles, donc tenue mécanique, hydraulique, donc obstruction si on a des défauts, et l'étanchéité, donc l'entrée d'eau claire parasite permanente, donc les eaux de nappe. Donc nous on s'est fixé trois axes principaux, les obstructions sur les collecteurs, les effondrements de chaussées et les entrées d'eau claire dans le réseau. Donc c'est les trois grands axes. Et on a un programme d'inspection caméra qui est assez on a un linéaire qui est très grand, et on a inspecté environ à peu près 90% de notre réseau. Avec ces inspections nous permettent de mettre à jour nos plans dans le cadre de dans le SIG, et donc c'est vraiment primordial de connaître pour mieux gérer. Donc c'est vraiment la base de la gestion patrimoniale, c'est d'avoir des plans vraiment à jour, et surtout très développés sur toute notre linéaire.
Donc on est assez réactif sur les réparations en urgence et on a un programme de curage et d'inspection de caméra où on inspecte environ 30% de notre réseau, 10% de notre réseau par an. Et également la canalisation et les branchements. Ça, c'est très important d'inspecter les branchements en même temps que les canalisations principales, car bien souvent, vous pouvez avoir une canalisation qui est en bon état et les branchements, du fait de la présence de d'autres concessionnaires sous trottoir, peuvent être fortement dégradés. Et on le voit par retour d'expérience depuis quelques années, où on a beaucoup de branchements détériorés alors que la canalisation est en bon état. Et on a un programme, donc dans le cadre de notre gestion patrimoniale, sur les plannings d'inspection caméra. On a plusieurs critères, comme vous le verrez tout à l'heure pour les travaux, on a plusieurs critères pour hiérarchiser nos quartiers que l'on inspecte. Donc là, je vous ai illustré en fait comment on inspecte une canalisation. Donc nous, à contrario du conseil départemental, c'est l'inverse. En fait, on a beaucoup moins de réseaux visitables. On a plutôt du réseau du non visitable, pardon. Donc on inspecte avec des robots que vous avez en haut à droite, nos inspections caméra avec nos programmes et les curages, donc le camion orange que vous voyez en bas. Donc suite aux inspections caméra, donc on fait l'auscultation. Donc nous on émet des diagnostics que l'on rentre dans notre SIG. Donc en fonction de l'état de nos canalisations, on va essayer d'établir au mieux un programme de travaux. Donc en haut à droite, c'est une synthèse de une image de notre SIG avec tout le linéaire, nos plans. Donc j'insiste là-dessus, on a vraiment un SIG qui est vraiment très performant, où on a vraiment tout le linéaire qui nous permet d'être très réactifs sur le terrain et de savoir où coulent nos effluents et d'intervenir vraiment le plus rapidement possible et surtout être où on arrive à gérer les problèmes le plus rapidement possible. Donc au niveau de la hiérarchisation des travaux, donc on a une analyse multicritère, donc suite aux inspections caméra. Donc comme le stipulait Stéphane, on a donc dans le tableau à gauche, on a plusieurs critères. Donc on a les critères de l'environnement de notre canalisation, donc les critères extrinsèques de nos ouvrages. Donc on a les secteurs où on a vraiment fait un gros travail sur notre SIG, de zoner en fait les carrières, les zones fortement circulées, les zones stratégiques, les commerces, les industries, où il y a des grandes circulations, les captages d'eau potable, où là on a une note, bon ça va pas vous parler les notes, mais in fine on a une formule de calcul qu'on a créée en interne qui nous permet d'avoir une note max pour gérer au mieux les canalisations, où il y a un environnement qui est propice à des défauts sur les avoisinants. Et on a des critères intrinsèques à la canalisation, donc le diamètre, la quantité d'effluent et l'état de la canalisation. Donc on a à renouveler, donc c'est la plus grosse note, avec vraiment des fissures en radier, en voûte, une ovalisation importante, où on a plus de tenue mécanique du collecteur et un mauvais état, où on a là des défauts un peu moindres qui peuvent attendre en fonction de l'environnement de l'ouvrage. Donc cette hiérarchisation des travaux nous permet d'optimiser notre budget, de gérer vraiment au mieux les finances de notre syndicat pour cibler vraiment au mieux nos travaux dans le cadre d'un programme pluriannuel d'investissement. On sait en fait sur le long terme, on a une vision, comme on a inspecté environ 90% de nos canalisations, on a vraiment une vision sur au moins une dizaine d'années sur ce qu'on va devoir gérer et ce qui nous permet de gérer au mieux nos finances pour savoir comment on va gérer, sur quelle zone on va travailler, voire ralentir en fonction de la problématique budgétaire. Donc là, c'est ce qui ressort de notre SIG, donc les codes couleurs, donc en rouge, les zones les plus, le tronçon à changer ou à réhabiliter, et en orange, des zones où les défauts sont moindres, mais quand même qui sont à changer. Donc en fonction de la note qu'on aura sur ces tronçons, on va les prioriser. Si jamais on est dans une zone de carrière de gypse par exemple, où on a une dissolution avec les eaux usées qui peuvent créer des fontis sur la voie, on va les réhabiliter en priorité.
On a également, dans le cadre de la gestion patrimoniale, et on l'indique aussi dans le guide de la gestion patrimoniale, une concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur de nos travaux sur le territoire, à savoir que quand on fait notre programme pluriannuel d'investissement, on se concerte avec l'ensemble des acteurs et on fait même des réunions de coordination de travaux, donc c'est une compétence communale ou intercommunale, et nous on en fait pour vraiment affiner au mieux notre programme de travaux pour éviter que l'on ait des voiries récemment refaites et sur lesquelles on doit reprendre une canalisation. Voire même, ça permet d'optimiser budgétairement les deniers publics. On a avec certaines de nos communes des conventions financières où on fait les travaux et après les coûts d'enrobés sont partagés selon les autorités compétentes. Donc, ce qu'on recherche, c'est pour affiner au mieux nos programmes pluriannuels d'investissement, c'est on demande aux communes, aux intercos, un diagnostic de l'ensemble de leur voirie qui nous permettrait de rajouter des données dans notre SIG pour affiner, comme je disais tout à l'heure, en fait, voir des voiries en très mauvais état, voir l'état de nos canalisations en dessous, et éventuellement pouvoir partager et travailler en bonne chacun avec sa façon de faire, mais vraiment de gérer au mieux les données publiques. Et notamment, je parlais des diagnostics tout à l'heure, mais il y a aussi les diagnostics amiantes dans le cadre de nos travaux sur les enrobés qui permettraient de mutualiser les coûts et de faire une cartographie commune. Voilà, et les concertations donc avec les communes, comme je disais, on a vraiment une concertation avec l'ensemble de nos communes adhérentes et l'ensemble de nos acteurs sur notre secteur. On insiste vraiment là-dessus, sur la concertation, parce que bien souvent, moins aujourd'hui, mais par le passé, en fait, on voyait des programmes de travaux voirie arriver suite à des TDICT, et en fait, on n'était pas informé, donc à savoir que les travaux coûtent cher. Comme nous disait Patrice tout à l'heure, il faut que nous, on le prévoit budgétairement, donc on insistait là-dessus auprès des différents acteurs de nous prévenir vraiment en amont pour pouvoir éventuellement programmer nos travaux de notre côté. Donc au niveau des travaux, donc avant les travaux, donc on fait des études préalables. Donc là, je passe vraiment au niveau des travaux. Donc avant de réaliser les travaux, une fois que le diagnostic est fait et qu'on a programmé dans notre programme pluriannuel d'investissement, avant travaux, on fait les études préalables, donc les études topographiques, géotechniques, de l'habitat. On se concerte avec le service exploitation, avec notre service exploitation, pour intégrer les démarches de sécurité et d'exploitation sur les ouvrages que l'on va créer ou réhabiliter. Et ces études de conception nous permettent d'affiner au mieux notre CCTP dans le cadre de nos consultations et de permettre d'avoir un DCE très complet et qui permet aux entreprises de répondre au mieux et voire d'affiner leur prix, d'avoir de bons prix. Donc c'est pas parce qu'on fait des études préalables, ça a un coût, mais on le voit après en phase chantier et dans le cadre de l'appel d'offres, où ces coûts sont largement amortis. On établit 2 ordres de service, un pour la préparation. Donc la période de préparation des travaux nous permet d'organiser de façon générale le chantier au niveau de la signalisation, de la sécurité, de communiquer auprès de la population, d'établir les VPS, PS, les PAQ, de valider les plannings et d'établir un constat d'huissier sur l'ensemble du linéaire que l'on va réhabiliter ou remplacer. Et donc pour le démarrage des travaux, donc là c'est classique avec le contrôle des travaux, les réunions de chantier. Et l'ensemble des intervenants travaillent adhèrent au principe de la charte qualité. Et le contrôle des travaux, donc on fait les tests les tests de réception vraiment à l'avancée du chantier pour corriger toutes les non-conformités. Avec une entreprise accréditée COFRAC, on a un marché à bon commande pour cela. Et une fois que les travaux sont réceptionnés, donc on réceptionne le DOE, le DUO et on le transmet au service exploitation. Et comme l'expliquait dans le cercle virtueux de Patrice tout à l'heure, en fait, après on repasse au service exploitation et tous les 10 ans à peu près, on réinspecte nos canalisations. Je vous remercie de votre attention.
Merci Didier. Nous allons terminer cet après-midi avec une dernière intervention. Cathy Verret, je vous laisse la parole. Donc, Cathy Verret, je travaille pour IRSTEA au sein du laboratoire IRSTEA NGS West, donc à Strasbourg. J'ai eu le plaisir d'animer les deux groupes de travail sur les immobilisations et sur l'analyse de coûts, tout en participant aux autres groupes de travail et notamment celui sur le guide assainissement. Donc je vais revenir plus précisément donc sur les deux guides immobilisation et analyse de coûts. Donc analyse de coûts qui est en cours de finalisation où nous regardons l'analyse de coûts pour améliorer la gestion patrimoniale avec l'idée de proposer de nouvelles pratiques. Il y a un petit peu de présentation des différentes méthodes, mais il y a surtout 13 fiches de retour d'expérience qui montrent différents niveaux de mise en œuvre de l'analyse de coûts et qui auront donc un intérêt pour toutes les questions qui vont se poser dans le cadre de la réorganisation de la loi NOTRe notamment. Je reviendrai aussi donc sur le chapitre 4, dimension économique, financière et organisationnelle de la gestion patrimoniale au sein du guide gestion patrimoniale assainissement. Et donc c'est sur ces points-là. Donc ce chapitre-là reprend donc des éléments qui sont dans le guide immobilisation que je vais vous détailler un petit peu et j'illustrerai plus sur le guide assainissement la question du coût du service d'assainissement et le côté performance et pilotage du service. Alors, la gestion patrimoniale telle que nous l'avons envisagée, telle qu'elle s'articule un peu au niveau des différents guides qui sont sortis au niveau de l'AST. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu plus les guides eau potable qui sont positionnés là, mais que le guide assainissement, du coup, on pourrait mettre une flèche de gauche jusqu'à droite, je pense. On part du patrimoine, de la connaissance du patrimoine, pour aller donc sur les pratiques de gestion, d'exploitation, entretenir et investir et puis identifier les risques. Donc là, on est, je dirais, sur une partie plutôt technique qui utilise donc des moyens tels que le SIG, la GMAO ou des outils d'aide à la décision à partir de diagnostics qui vont être divers et variés, notamment ceux sur les ITV telles qu'elles ont été déjà présentées ou telles qu'elles ont été développées, notamment dans le projet national RERO, dans le projet Indigo. Et sur les éléments qui sont en rouge, on rentre plus dans le domaine donc des pratiques budgétaires et comptables. Donc comment sont prises en compte les immobilisations, la prise en compte des coûts d'exploitation, d'investissement qui va vers l'analyse de coûts. Et donc pour aller plus loin aussi, faire le lien entre les impacts de défaillance, les impacts de travaux sur les usagers. Donc tous ces éléments permettent d'aller vers de l'analyse en les croisant, donc en croisant des éléments qui viennent du domaine technique, du domaine financier, mais qui permettent donc au travers de l'analyse de coûts donc de faire de la mesure de performance et donc d'avoir des éléments d'argumentation et aussi pour décider et donc justifier d'une politique patrimoniale qui a été décidée donc avec les différents acteurs donc au niveau stratégique. Alors je reviens donc sur le guide immobilisation. Alors je vous ai pas mis de cadre global. Donc dans le guide immobilisation, on a différentes parties. La première partie revient plus sur les méthodes d'analyse, d'aide à la décision sur les approches techniques, donc qui permettent notamment de définir les besoins de renouvellement. On a ensuite souhaité revenir sur tout le vocabulaire, le jargon de la comptabilité, de la M49 pour familiariser un peu tout le monde à ces termes-là.
donc approche budgétaire et comptable qui finalement ne permet, je dirais, que d'enregistrer l'activité du service au jour le jour. Et ensuite, l'autre point, c'est le point financier, donc qui est plus un petit peu aussi de l'aide à la décision, entre choisir d'emprunter, d'autofinancer, c'est-à-dire de fixer un prix de l'eau qui doit peut-être évoluer en anticipation pour pouvoir être prêt à renouveler au moment où c'est nécessaire ou pour pouvoir lisser les besoins de renouvellement. L'ensemble de ces trois éléments permet de passer sur les approches stratégiques pour définir les plans pluriannuels d'investissement. Et bien sûr, on se doute bien que tout ça s'appuie fortement sur les descriptifs détaillés, sur l'inventaire, donc sur la connaissance du patrimoine. Je vais faire un peu des allers-retours entre approche technique et approche budgétaire et comptable sur différents éléments de la gestion patrimoniale. Donc le premier, inventaire ou descriptif détaillé, où sont repris ici des éléments du niveau 1, donc de l'instruction de 2012, des différents éléments qui sont nécessaires au niveau réglementaire. Donc ça, c'est le côté technique. Si on passe maintenant sur le côté budgétaire, on est toujours sur le côté technique, pardon. Passer sur la deuxième, oui, la suivante. Donc les données techniques, au-delà du côté purement inventaire, donc il y a des données patrimoniales, il y a tout le côté fonctionnel de à quoi servent les différentes parties de l'infrastructure. Est-ce qu'on est sur de l'unitaire, est-ce qu'on est sur du séparatif, comment c'est géré, les données contextuelles, donc on a déjà évoqué dans les présentations précédentes, type de sol, état de trafic, présence de nappe, et bien sûr ce qui va m'intéresser plus précisément, donc les données de coût, que ce soit la maintenance, la réhabilitation, du remplacement et le diagnostic aussi, évidemment. Si on passe maintenant sur l'approche budgétaire et comptable, on va parler en fait d'immobilisation, alors qu'avant on parlait de descriptif détaillé ou d'inventaire. Ici on va parler d'immobilisation et d'actifs, donc c'est déjà des termes différents. On va avoir une nomenclature comptable qui est de plus en plus poussée à aller au niveau du composant et qui pose toute la question de faire le lien avec l'inventaire physique. Et donc de se rapprocher un peu de la réalité de l'inventaire du service. Dans l'inventaire comptable, pour l'instant, on avait juste une différenciation entre canalisation et ouvrage de génie civil. Certaines collectivités rentrent maintenant dans un détail au niveau de la nomenclature comptable et donc des durées d'amortissement par matériaux, qui est aussi une façon de mettre en œuvre donc cette décomposition par composant. On a souhaité donc reprendre un peu toute l'articulation, tous les transferts qui se font au niveau de la pratique comptable pour tenir compte de la dotation des amortissements, donc qui est obligatoire, mais qu'on fait passer de la section d'exploitation vers la section d'investissement, le jeu des reprises de subventions, la nécessité de mettre en place un autofinancement complémentaire lié au fait notamment que l'amortissement en fait est calculé sur une certaine durée de vie qui est inférieure à la durée de vie réelle, donc à bien différencier, mais aussi surtout lié au fait que l'amortissement est calculé sur la valeur historique et donc pas la valeur de renouvellement, ce qui fait qu'on s'attend bien à avoir un écart et à avoir besoin de mettre en place aussi un autofinancement complémentaire pour être capable donc d'assumer ces investissements. Donc on a un certain nombre donc d'éléments sur cette partie-là. Donc tous ces éléments donc sur le fonctionnement et sur la connaissance du patrimoine permettent donc de définir les besoins de renouvellement et que se posera ensuite la question de comment les financer.
Donc, faire le lien entre la stratégie technique et la stratégie financière et notamment de se poser la question quel est le moment le plus opportun pour renouveler. Donc j'ai repris ici une courbe assez classique qu'on trouve dans un certain nombre de travaux de recherche, mais qui ont évolué depuis, mais qui prend en compte le lien entre jusqu'à quand faut-il réparer et à partir de quand faut-il renouveler, et que selon où se trouve le tuyau, on va peut-être prendre des décisions un peu plus rapidement, notamment en tenant compte des impacts. Donc la conclusion au niveau de la gestion patrimoniale côté immobilisation, c'est donc la nécessité de mettre en place des stratégies de long terme pour définir d'abord les besoins techniques. Donc c'est tout le support de, je dirais, d'un côté la connaissance et l'expérience des personnes de terrain et d'y associer du diagnostic et des outils d'aide à la décision, de réfléchir en termes de stratégie financière, et ça sera sur du moyen long terme, et donc d'évaluer l'impact économique sur le prix de l'eau, de l'anticiper, de se poser la question si on veut, est-ce que c'est les générations actuelles qui vont supporter le renouvellement, est-ce qu'on veut faire un peu d'intergénérationnel, mais que l'anticipation demande une décision, donc est un choix, et que nécessite aussi de faire accepter l'évolution du prix de l'eau, donc nécessite aussi de la communication auprès des usagers. Donc voilà un petit peu, je crois que j'ai anticipé sur cette diapositive, donc de reprendre la nécessité d'une réflexion à long terme sur 30 ans, de tenir compte du fait qu'il faudrait mettre en place une équité intergénérationnelle, et que la question de l'allongement de la durée de vie pose un petit peu cette question-là. Elle permet effectivement de décaler dans le temps l'amortissement, donc d'amortir sur des durées plus longues, mais d'un autre côté, elle pose la question de l'autofinancement disponible, et donc cette question d'allonger la durée de vie nécessite de conduire en parallèle une analyse financière pour voir vraiment où va le service par rapport à sa situation actuelle et par rapport aux objectifs qui s'est fixés. Donc je rentre maintenant rapidement dans le guide analyse de coûts. Donc analyse de coûts, après la fin du guide immobilisation, en fait, donc on a essayé donc de faire le lien entre les approches techniques et les approches financières. Se posait toute la question de comment aller au-delà de la comptabilité générale qui est quand même un peu figée, qui présente les choses par nature ou par produit, qui va aligner des lignes d'amortissement, des lignes de fournisseurs, des lignes de clients, mais où on aura peut-être une référence sur un chantier, mais qui ne donnera pas de vue d'ensemble, d'aller vers la comptabilité analytique, qui, elle, permet de faire une analyse par objet, alors que ce soit par chantier, par affaire, mais que ce soit aussi de façon un petit peu plus large au niveau du cycle de production, de voir la production, le stockage, la distribution côté eau potable, ou ce que coûte la collecte, le traitement des eaux usées côté assainissement. Donc dans l'idée d'expliquer les coûts, de voir de quoi ils sont formés et d'avoir les données pour les construire, de piloter le service et donc de pouvoir évaluer la performance globale du service. Donc cette évaluation de la performance globale, faisant le lien entre les objectifs, les moyens et les résultats, avec le lien efficacité entre les objectifs et les résultats, le lien efficience entre résultats et moyens, et cohérence entre objectifs et moyens. Donc dans le guide, on a 13 retours d'expérience avec des fiches donc détaillées où chaque collectivité en fait explique où elle en est en termes d'analyse de
de coûts, de comptabilité analytique. Donc on a des services qui sont en train de se poser la question de comment rentrer dans la comptabilité analytique, d'autres qui sont déjà dans des procédures plus avancées, et donc on a souhaité mettre ces différents retours d'expérience qui montreront aussi, et je reviens sur le cadre de la loi NOTRe, que un peu les questions qui se posent pour pouvoir démarrer donc de la comptabilité analytique. On a un certain nombre de services d'eau potable, mais on a aussi le SIARP, on a le SIAP, et retour notamment de Lyon sur et le service d'eau et le service d'assainissement. Donc c'est vrai que ce guide fait un peu le lien entre les groupes de travail eau potable et assainissement, et associait bien sûr des gens qui venaient de la sphère financière et des contrôleurs de gestion. Donc la conclusion de ce guide, alors quand je dis contrôleur de gestion et sphère financière, oui, mais je veux dire l'analyse de coûts n'est possible que si on a aussi des données techniques qui permettent de constituer le coût. Donc données techniques, je ne suis pas complètement rentrée dans le détail sur ce guide-là, et donc je vous inviterai à le découvrir dès qu'il sortira. On part typiquement des heures de main-d'œuvre, des heures de machine, et que donc ça c'est des données qui sont typiquement à renseigner par ceux qui sont effectivement sur le terrain, et que bien sûr après, en partant de ces charges directes là, on peut prendre en compte les charges indirectes qui sont plus difficilement affectables, telles que l'amortissement, le carburant, l'entretien des véhicules, mais que l'objectif est vraiment de partir de données constatées sur la façon de faire du service et de les croiser après avec des grilles salariales et des éléments qui sont plus dans les données financières. Donc c'est un outil d'aide à la décision pour les élus et les services, et donc au niveau du service, c'est aussi un moyen de croiser un peu les différents départements ou différents composants qui ont peut-être pas tellement l'habitude de se côtoyer. Que ça permet donc l'analyse de la performance du service, donc qu'il faut d'abord définir, mais aussi de l'évaluer et de calculer les écarts, et donc de faire de la prospective. Que bien sûr, elle nécessite un portage managérial, que chacun comprenne pourquoi on lui demande d'enregistrer certains éléments d'information, et que ça apporte des choses au niveau de l'ensemble de la connaissance du service, et qui peuvent notamment servir quand il y a des décisions de gestion de crise à prendre, de voir où seraient des moyens à mobiliser, ou en termes de gestion de patrimonial, de faire aussi le pendant entre le côté maintenance et le côté plus réhabilitation. Donc il y a des recommandations pour la mise en œuvre, et donc vraiment dans le sens de dire quand on débute, comment il faut faire. Donc dans l'idée de donner différents niveaux d'information pour qu'il y ait différents niveaux de lecture dans ce guide-là. Deux éléments d'information, donc la démarche FNCCR qui lance un projet pilote d'analyse fonctionnelle des coûts et de recettes des services d'eau et d'assainissement sur 40 collectivités, donc sur 2 années, qui donneront des éléments complémentaires au guide. Et un travail qu'on lance chez nous au niveau de l'équipe, donc financé par l'Agence française de la biodiversité, où on va suivre 5 départements pour analyser les mutations liées à la loi NOTRe sur les services d'eau et d'assainissement. Je vais rentrer maintenant plus dans... Non, pas encore. Je vais rester sur le précédent. Donc, le suivant. Désolée, j'ai pas la main sur le passage des diapos, donc on s'organise au mieux. Donc on a souhaité mettre aussi des facteurs d'échec, des facteurs de réussite. Donc facteurs d'échec notamment, c'est de considérer que la comptabilité analytique c'est le seul fait du contrôleur de gestion et du service financier, alors qu'il faut vraiment des données techniques, et que ça c'est plus un outil qui devrait un peu permettre de la concertation et du croisement d'informations.
et que c'est, pour ne citer qu'un des facteurs de réussite, donc un outil qui contribue à mesurer de façon économique la performance globale d'une structure et donc qui concerne tout un chacun au sein de cette structure. On va rentrer maintenant plus dans des éléments de retour du guide assainissement. Et donc j'ai choisi de faire un peu le zoom sur la partie synthèse de coûts qui a été réalisée. Donc a été fait un travail de lister les différents coûts et de voir quels sont les indicateurs de performance qui sont mis en parallèle. Donc ce travail a été fait au niveau de l'acquisition de connaissances, au niveau réglementaire, donc de détailler chaque fois les différents coûts et de voir à quoi ça sert. Donc typiquement tous les outils de données permettant donc d'optimiser le système de données et que le taux de remplissage de l'information est donc aussi un des indicateurs RPQS demandés chaque année. Donc au niveau réglementaire, bien sûr, c'est retour au RPQS, l'arrêté du 2 décembre 2013. Donc au-delà de ces deux niveaux, de ces coûts, on en a d'autres. Donc notamment ceux de mise à jour de la connaissance, parce qu'une fois qu'on a fait l'inventaire, il faut aussi mettre à jour, et donc un des supports les plus intéressants est effectivement le SIG, mais à condition de continuer à le mettre à jour, d'intégrer les recoulements, de mettre l'historique des actions, de garder les tronçons qui ont été mis hors service, parce que pour des analyses statistiques, ça peut avoir un intérêt, d'intégrer les nouveaux travaux et d'expliquer pourquoi ils ont été faits, toutes les interventions, les inspections, et donc que tout cela donne aussi des coûts qui sont liés au pilotage et à l'exploitation des données. Ici, un autre focus donc plus sur entretien curatif et entretien préventif, et donc les retours d'expérience d'un côté du SIAG et de l'autre côté du Grand Lyon, avec donc des pratiques d'entretien préventif qui sont encore pas trop avancées, si ce n'est de dire que en assainissement, on a quand même une pratique d'inspection télévisée. Alors je connais mieux les réseaux non visitables, qui fait qu'on va peut-être anticiper certaines choses plutôt que d'attendre la notion de défaillance telle qu'on a en eau potable et qui serait en assainissement un effondrement de chaussée. Donc le côté préventif est un peu plus présent sur les réseaux d'assainissement. Bien sûr, on a l'entretien curatif qui fait que quand il y a un bouchage, quand il y a des plaintes, quand il y a un effondrement, on va effectivement intervenir. Pareil, donc pour la surveillance et donc pour les coûts, on a aussi différencié donc les coûts d'exploitation. On a essayé de les différencier. Bien sûr, je vous présente ici les tableaux de synthèse, mais tous ces tableaux de synthèse sont accompagnés par du texte et par des illustrations. Donc surveillance et entretien préventif et entretien curatif pour les coûts d'exploitation et pour les coûts de réhabilitation. Donc on a aussi la notion de préventif et de curatif, et donc avec des choses qui vont être ponctuelles et des choses qui vont être plutôt programmées, avec si on veut faire le lien avec les pratiques budgétaires, toute la question qui se pose de savoir est-ce que ça va être de l'exploitation ou est-ce que ça va être de l'investissement ou est-ce que ça va être du ressort de l'autorité organisatrice ou du ressort de l'opérateur qui peut être sa propre régie ou qui peut être un opérateur public ou privé par ailleurs. Alors sur l'entretien curatif, un petit peu plus de détails et de faire le lien donc avec les indicateurs de performance, de calculer le nombre de plaintes par secteur, de se poser la question de la fréquence d'intervention curative sur les points critiques
et que là, typiquement, de faire le lien avec le guide d'analyse de coût permettrait de rajouter une troisième colonne où on pourrait imaginer le coût qui permettrait donc de donner une valeur à ces éléments-là. Donc, nécessité d'évaluer les coûts et donc les différentes politiques. Et je finis donc par la vision intégrée de la gestion patrimoniale que nous avons développée dans ce guide et qui fait le lien avec les chapitres plus d'aide à la décision. Donc, en fait, en rouge, on a toute la partie priorisation, donc qui peut venir d'outils d'aide à la décision multicritères essentiellement, qui sur les croisent avec la capacité de financement permettent donc de déterminer les programmes annuels de travaux, mais que ces programmes pluriannuels de travaux, donc c'est la priorisation, viennent de plans pluriannuels, enfin des PPI, en fait des plans pluriannuels d'investissement, qui croisent et la démarche technique et la démarche financière, et qui eux vont être sur plusieurs années. Et on a souhaité rajouter en vert donc une vision plus prospective, donc qui sur le côté approche technique commence un petit peu à avancer au niveau des programmes de recherche sur voir comment faire de la prédiction à long terme, qui sur le côté financier est encore aussi plus dans la réflexion, hein, de se dire que la réflexion financière, peut-être pas la faire juste sur la durée du mandat, mais de la faire un peu sur une durée plus longue pour voir un petit peu ce que ça peut apporter et pour avoir différents choix. Voilà. Et donc pour conclure sur cette partie-là et revenir sur les différents points du schéma. Hein, donc typiquement le plan pluriannuel de travaux, c'est le résultat de la priorisation, quels sont les tronçons sur lesquels il faut intervenir. Le plan pluriannuel de financement, c'est adapter la capacité de financement aux besoins qui sont définis dans le PPI travaux, mais c'est des allers-retours en fait qui permettent de ces deux éléments-là qui permettent de caler les plans pluriannuels d'investissement, que le plan pluriannuel d'investissement reste à court terme, et que si on veut aller plus loin, donc c'est aller plus vers de la stratégie, donc des plans pluriannuels qu'on a appelés besoins pluriannuels de réhabilitation et besoins pluriannuels de financement pour aller un petit peu plus loin dans la démarche. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Cathy. Pardon, merci Cathy. J'ai déjà pas mal de questions qui sont arrivées. Donc pour commencer à les traiter, une première question de Nathalie qui dit « Bonjour, un réseau EU et un réseau EP posés dans la même fouille sont moins pérennes. » Alors peut-être une réponse. C'est pas forcément moins pérenne, mais il y a souvent, en tout cas ce qu'on a pu remarquer nous dans notre vécu sur ce type d'ouvrage, c'est que le réseau EU, s'il est légèrement fuyard, en tout cas s'il n'est pas bien réhabilité, mine le terrain à côté de l'ouvrage EP. Et donc on se retrouve souvent avec des gros ouvrages EP qui sont souvent des réseaux visitables de 2 mètres de diamètre, dont le terrain avoisinant est rendu fragile. Et quand ils se mettent en charge, il y a l'apparition de fissures. Et ça provoque des réhabilitations lourdes pour ce type d'ouvrage. Alors je parlais bien de pathologie, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les ouvrages qui sont posés comme ça dans la même tranchée, s'ils ne sont pas bien maintenus, engendrent des travaux de réhabilitation lourds. C'est pas que c'est moins pérenne, parce que si ça a été bien posé, et si ma foi, on s'aperçoit du défaut sur l'ouvrage EU et qu'on le gaine ou qu'on le réhabilite à temps avant qu'il mine le terrain avoisinant, on n'a pas forcément une solution moins pérenne.
je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, c'est... Est-ce que l'un d'entre vous veut compléter? Non. Alors, une autre question pour Monsieur Moers. Pouvez-vous détailler la formule par laquelle vous passez les critères intrinsèques et extrinsèques à la hiérarchisation des travaux? Alors, j'aurais dû venir avec une anti-sèche parce que je l'ai pas, je la connais pas par cœur. En fait, elle a pour but d'avoir une note finale. Donc, on multiplie certains des critères, on en additionne d'autres. Par contre, vous pouvez m'appeler si vous le souhaitez. Ils ont nos coordonnées ou pas? Alors, vos coordonnées étaient à la fin du PowerPoint, si vous les avez maintenues. Oui. De toute façon, les échanges peuvent continuer, effectivement. Voilà, donc je la connais pas par cœur. Par contre, vous pouvez m'appeler et j'échangerai volontiers avec vous là-dessus. C'est pas, allez, justement, c'est pas une usine à gaz. Hein, c'est juste vraiment être le plus pragmatique possible et surtout d'être le plus évolutif possible. Car tout à l'heure, en fait, j'ai pas parlé du futur de notre gestion patrimoniale, mais on ajoute à chaque fois pas tous les jours non plus, mais là par exemple on va ajouter l'âge de nos canalisations. Actuellement on a répertorié 95% de l'âge de nos canalisations, donc on va rentrer ce critère également dans nos tableaux de calcul. Et également on a fait une étude plus détaillée sur les entrées d'eau claire parasite permanentes sur l'ensemble de notre réseau. Donc ça, c'est des critères. Tout à l'heure, je parlais de l'eau de nappe. On va affiner ce critère pour mieux hiérarchiser encore nos travaux. Donc la formule, je la connais pas par cœur, mais n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un mail et je vous répondrai très volontiers. On pourra échanger longuement dessus. Il y a aucun souci. Mais ce que je propose, c'est que vous posiez directement la question sur le réseau et puis peut-être Didier, vous pourriez y répondre. Comme ça, tout le monde aura l'échange et tout le monde pourra en profiter. D'accord. Ouais. Yannick pose une question. Donc, bonjour, on parle essentiellement de l'infra. On peut penser que les accès sont davantage sollicités. Est-ce à dire que les coûts de réflexion des accès, structure voirie, ne sont pas primordiaux dans une gestion patrimoniale? Alors, qui souhaite répondre à cette question? J'ai pas lu. Ouais, j'aimerais bien lire la question parce que c'est quoi les accès? C'est les routes au-dessus de la. C'est au-dessus du bleu. De l'infra. Donc voilà, l'infrastructure à 6 états et les accès sont davantage sollicités. Donc il parle de la circulation, travaux voirie, fissuration, canal vertical. Ça fait partie de la gestion patrimoniale parce que ça a des coûts. Je suppose qu'on parle des tampons, de la sécurisation des tampons, de la réfection des tampons. Oui. Donc oui, ça fait. Pour moi, si j'ai bien compris la question, oui, ça fait partie de notre gestion patrimoniale. Là, c'est vraiment si j'ose dire, du quotidien. Alors pour rebondir aussi là-dessus vous avez pensé que je suis assez axé finance, mais en fait on fait des campagnes nous de réfection de 200 tampons pour que ça nous coûte moins cher. En fait on répertorie tous les tampons qui présentent des signes de fatigue ou difficilement ouvrables et donc on les change, on fait des campagnes comme ça qui nous permettent de bénéficier de tarifs intéressants. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas oui, ça fait partie de la gestion patrimoniale. Je ne sais pas si tu veux l'ajouter. D'accord. Bien. Si jamais vous avez des compléments, si vous souhaitez un complément, n'hésitez pas à poser une nouvelle question. Jean-Paul Martinez, bonjour. Dans le cadre du marché de travaux, les réflexions de voirie sont prévues. Comment établir un lien avec les travaux de réflexion de voirie, avec les communes qui ont souvent des marchés à commande pour leur réflexion de voirie? Alors, donc en fait, oui, je parlais tout à l'heure de concertation avec les communes. Donc quand on lance un programme pluriannuel d'investissement, les communes, notamment, donc là on parle des communes, sont vraiment sont informées de nos programmes de travaux. Donc bien souvent, on a vraiment une démarche partenariale avec l'ensemble des communes membres. Et donc on se concerte et si une commune nous dit tiens tu fais des travaux là-bas, j'aimerais bien refaire ma voirie, donc nous on le prévoit, on le met quand même en option, quand on le met toujours en option car il peut y avoir des difficultés, des choses où on ne peut pas faire malgré tout cette coordination. Donc nous on a
une ligne de prix. En fait, on a un numéro de prix pour les réfections de voirie et on fait une convention financière auprès de la commune. Et donc, nous, on n'est pas gestionnaire de la voirie, donc la commune fait ses réfections de voirie, et nous, la somme qu'on avait bloquée pour les réfections de voirie sur nos tranchées, on le transmet à la commune. Voilà. Merci Didier. Marie-Pierre, que l'on salue d'ailleurs, qui était intervenue, voilà, que l'on connaît bien. Osiarp, avez-vous en complément du SIG un outil d'aide à la décision ou seule la solution SIG vous permet-elle de faire la priorisation? Non, on a juste notre SIG qui nous permet de faire la priorisation. En fait, c'est par nos retours d'expérience. Comme le disait Stéphane tout à l'heure, on a un service exploitation qui est constamment sur le terrain et qui nous fait remonter les informations. Quand on intervient 2-3 fois sur le même collecteur, on fait une inspection caméra et on n'a pas d'outil d'aide à la décision. C'est nous l'œil humain en fait qui fait tout le travail. Malgré tout, en fait, là, on va refondre intégralement notre SIG qui commence à être un peu vieillissant et on va essayer notamment d'incorporer des outils d'aide type intégration des inspections caméra directement avec état des canalisations et puis d'autres choses comme ça, des petites options qu'on prendra dans notre SIG. Cathy, pardon. Allez-y. Juste Marie-Pierre le sait bien, je crois qu'effectivement, l'œil humain, tu l'as bien dit, l'œil humain est indispensable et heureusement, c'est pas une machine qui décide de la façon dont on hiérarchise les ouvrages. On a imaginé il y a 30 ans des systèmes d'intelligence artificielle et puis on y a tous renoncé. Donc, mais je crois que Marie-Pierre le sait, c'est nécessaire que nous restions très très attentifs, nous, les ingénieurs, à la manière dont on va prioriser nos ouvrages, définitivement. Et c'est pareil, je veux juste un complément. Entre d'ailleurs la question précédente et celle-ci, l'outil d'aide à la décision, c'est aussi c'est étendre notre réflexion au projet pour compte de tiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la voirie qui doit compter. Quand on a des projets de transport comme il y a en Seine-Saint-Denis, en tout cas en petite couronne en ce moment, il est évident qu'il faut étudier l'impact de ces projets sur nos réseaux d'assainissement et pouvoir décider de là où on fait des travaux en fonction de l'impact, en fonction de ces impacts. Et ça va changer. Enfin, ça change évidemment les plans pluriannuels d'investissement un peu au fil de l'eau et au fil des projets. C'est ça. Merci. Serge pose une question, certainement pour Cathy. Avez-vous une méthode, ratio, etc., pour évaluer le coût approché de la mise en place d'une stratégie de gestion patrimoniale pour des structures gérant environ 200 km de réseau pluvial? Alors, concernant le pluvial, dans le guide assainissement, on a un certain nombre d'éléments par rapport plus à des questions de financement du pluvial. Après, un ratio, je veux dire, dans ce qu'on a fait plus sur les réseaux d'assainissement et réseaux d'eau potable dans le guide analyse de coûts, on a plus souhaité en fait montrer que chaque collectivité avait sa propre démarche, que c'était en fonction des propres objectifs que pouvait se montrer une analyse de coûts et que il n'y avait pas de chiffre universel pour tout le monde et donc j'ai pas la réponse directe à votre question, c'est plus des choses à construire. Alors par contre, dans la démarche FNCCR qui se met en place, l'idée est peut-être de voir si sur certains coûts il y a moyen d'avoir quelque chose d'un petit peu homogène pour pouvoir faire du benchmarking. Mais c'est en cours de route. Alors, une question de Stéphane. Comment réussir à intégrer les politiques à ces visions long terme de la gestion patrimoniale alors que ces derniers ont une vision limitée à la durée de leur mandat? Est-ce que Patrice souhaitait y répondre à cette question? Mais heureusement, les élus passent et l'administration reste. Je peux répondre comme ça. Je crois qu'heureusement, nous avons les élus quand même qui sont très sensibles, enfin pas tous d'ailleurs, mais beaucoup le sont à ces questions-là. Effectivement, on est capable, enfin moi je leur fais confiance et ils sont capables de largement décider de plans d'investissement qui dépassent largement leur mandat parce que c'est quand même effectivement, tout à l'heure on parlait d'ouvrages qui datent d'Alain Kirby, qui remontent quasiment à l'Appelleron 3. Depuis l'Appelleron 3, il y a eu quelques générations d'élus
depuis, donc je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus, mais ça serait assez injuste de penser que les élus font juste du court terme, quoi. Alors Serge rajoutait que la difficulté est de mettre en adéquation une gestion patrimoniale des réseaux avec une perception des élus beaucoup plus sensible à la voirie qui est visible et lisible de nos concitoyens. Cathy? Donc je voulais rebondir plutôt sur la question précédente par rapport au long terme. Effectivement, je pense que les élus ont quand même vu, comme le disait Patrice Dupont, un peu au-delà de leur mandat, même si sur le côté priorisation et PPI, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais que on est sur des infrastructures qui ont des durées de vie longues, et que du coup ça oblige quand même à ouvrir un peu plus que de raisonner juste sur la durée d'un mandat, et que au niveau recherche, il y a un certain nombre de travaux qui commencent à se mettre en place aussi pour montrer que c'est pas que le taux de renouvellement qui a un sens, mais c'est aussi de prendre en compte l'historique de pause et de croiser cela et de faire donc de la prospective au niveau des besoins, mais aussi au niveau financier, et que c'est un peu la divulgation de ces travaux-là qui peut aussi apporter des éléments de réflexion dans ce sens-là. Merci Cathy. Tanguy pose une question. Donc, les méthodologies RERO et Indigo produisent des programmes de hiérarchisation de façon largement automatisée. Monsieur Dupont, pensez-vous que cette démarche a trouvé sa limite? Alors, je dirais pas ça. Je dirais que ça fait partie. Oui, je sais, ça fait partie des outils qui sont tout à fait intéressants. Malgré tout, ne serait-ce que par rapport à la question précédente, malgré tout, il faut que l'œil humain reste déterminant, parce que limite, je sais pas si ce sont des limites, mais moi je ne crois pas que des machines peuvent simplement, en regardant une vidéo ou en expertisant un diagramme, peuvent effectivement décider de ce qui serait effectivement prioritaire ou pas prioritaire. Même si effectivement nos ingénieurs, on parle de RERO, on parle d'Indigo. Pour compléter sur l'approche RERO et Indigo, pour avoir participé à ces groupes de travail, je veux dire, effectivement, il y a une partie qui est un peu automatisée, mais qui a été automatisée à partir d'un travail qui repose sur des experts pour faire le calage des seuils notamment, mais que même pour faire tourner Indigo actuellement, ou d'autres logiciels qui sont développés par d'autres bureaux d'études sur la méthodologie RERO, reste qu'il faut caler des poids, qu'il faut faire certains choix, et que se pose la question de est-ce qu'on raisonne que sur les résultats d'ITV, ou est-ce qu'on essaie de prendre en compte des données qui prennent en compte par exemple le niveau de la nappe ou la nature du matériau, et donc tout n'est pas prêt complètement dans les modèles qui existent. C'est à rediscuter, à redéfinir et à mettre en place avec ceux qui diffusent les logiciels et qui sont là en accompagnement pour faire des démarches qui sont adaptées à la collectivité et à ses ambitions. Eh bien, merci à tous. Je n'ai plus de questions. Alors, on va vous laisser quand même une minute supplémentaire si vous souhaitez poser une dernière question. Nathalie vous remercie. Nathalie Redmaneuf. Claude Juvanon, pardon. Bonjour à tous. Toutes les approches techniques et financières sont issues de très importantes collectivités. Ces approches sur les petites collectivités, avec parfois des linéaires plus importants, sont plus difficiles à gérer. La FNCCR a une analyse multicritère sur plus de 2 ans. Actuellement, nous en sommes à plus de 4 années d'analyse. Ma collectivité en fait partie. Nous avons depuis plus de 15 ans une comptabilité analytique sur 7 zones de collecte. Voilà, donc c'était plus une précision qu'une question. Merci pour l'information, et peut-être que je reviendrai vers vous à l'occasion. Je vous laisse encore donc une minute pour poser votre dernière question si vous en avez une. En attendant, je vous rappelle que la vidéo sera disponible donc en VOD d'ici quelques jours, et puis vous aurez également les supports de présentation donc, qui seront rajoutés sur la page de formation.
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à la prochaine conférence que l'on organise avec l'ASTE, puisque elle fait partie de ce cycle dédié à la gestion patrimoniale et justement, nous parlerons de l'analyse des coûts et de la comptabilité, pardon, je ne vais pas y arriver cet après-midi, la comptabilité analytique et l'analyse des coûts. Donc ce sera le 25 septembre prochain. Et puis, je vous le rappelle aussi, vous avez cet événement qui arrive dédié à l'eau pluviale, qui se déroulera à Douai. Et on vous a fourni un carton d'invitation que vous retrouvez en bas de votre écran. Je n'ai plus de questions, donc je vais peut-être laisser un dernier mot aux intervenants si vous souhaitez, Monsieur Dupont. Oui, pour remercier tous ceux qui ont bien voulu et nous écouter et poser un certain nombre de questions aujourd'hui. Moi, je me permets de faire une petite annonce. Je crois que j'ai le droit. Oui. Donc, je suis, comme je disais, président de la FSTT. Et à ce titre-là, nous organisons dans quelques jours, le 20, 21 et 22 juin prochain à Chatou, le salon biannuel des travaux sans tranchées. Ça s'appelle Ville sans tranchées. C'est une occasion, je trouve, assez unique de rencontrer un certain nombre de leurs d'ordre, de bureaux d'études, d'entreprises qui effectivement parlent de tous les jours de gestion patrimoniale, parlent tous les jours de travaux de réhabilitation, parlent aussi tous les jours d'investigation. Et nous aurons là, cette année comme les autres années, pas mal de choses à évoquer. Donc rendez-vous pour ceux qui le veulent bien à Chatou, sur l'île des Impressionnistes. C'est un lieu particulièrement mythique et nous vous y attendons. Je vous remercie. Merci. Didier, peut-être un moi dernier aussi, je vais faire ma pub pour la table ronde. Je rebondis sur ce qu'a dit Patrice. Donc nous, on va organiser donc au sein, et je remercie Patrice, au sein du salon VST, le mercredi 21 juin à 15h sur le site donc du salon VST, organiser une table ronde sur les focus sur les études préalables dans le cadre des travaux sans tranchées, qui peut aussi être extrapolé aux travaux en tranchées traditionnelles. Donc c'est très important, tout à l'heure j'en parlais, les études préalables sont indispensables pour faire des travaux de qualité. Voilà, j'en profite aussi pour faire un peu de publicité. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous au 25 septembre où nous aurons l'intervention de plusieurs collectivités qui présenteront donc leur approche compta analytique en détail. Bien, je vais remercier tous les intervenants de cet après-midi. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir partagé votre expérience avec donc les collectivités qui étaient nombreuses, puisque vous étiez plus de 50 connectés cet après-midi. Ah ouais. Donc merci à vous aussi d'avoir suivi cette conférence. Et puis merci à l'ASTE d'avoir co-organisé cette conférence, puisque ce que vous pouvez voir aujourd'hui, ce matin comme cet après-midi, et ce cycle est lié de toutes les productions, donc des groupes de travail de l'ASTE. Donc je les remercie également.